juste un petit mot de remerciement au nom de l'Estive, donc la scène nationale de Foix et de l'Ariège. Je tiens à remercier évidemment Denis Puech, l'équipe municipale d'Allières. Magnifique petite commune et Halle tout aussi magnifique, vraiment au cœur du département de l'Ariège. Et je remercie bien sûr le CAUE pour cet excellent partenariat et le syndicat des architectes, parce que c'est toujours aussi une façon pour nous de nous déplacer pour aller aussi à la rencontre de ce patrimoine ariégeois qui est quand même très, très précieux. Et je remercie aussi le CAUE pour la proposition d'accueillir Ségolène Charles, qui nous fait l'honneur donc de venir de Nantes pour cette rencontre aujourd'hui, autour donc de la thématique de l'élu, du citoyen et de l'architecte. Ce soir, 11 juin 2024, coup de tonnerre électoral, les élus ne sont pas là, mais on espère bien qu'ils prendront le temps de regarder, puisque tout est filmé ce soir, qu'ils prendront le temps de regarder cette rencontre. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est qu'il y ait ces trois entités-là, ces trois groupes de personnes qui puissent toujours discuter ensemble architecture, parce que l'architecture, c'est notre bien commun. Voilà, donc les élus, les citoyens et les architectes. Et donc merci à vous tous et je ne serai pas plus longue. Un petit mot pour le CAUE, peut-être général avant de passer la parole. Merci Carole. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc juste un petit mot sur le pourquoi de ce site. Donc comme l'expliquait Carole, on a choisi de délocaliser ici. Donc en fait, Denis, tu vas être le seul élu, je pense. Mais bon. Non, voilà, oui, pardon, ouais. Et donc, vous allez voir, ce projet, je pense qu'il nous a tous passionnés, enfin au moins autant Denis que le CAUE, Corinne qui l'a suivi de près, et jusqu'à l'aboutissement, qui était la construction donc, de cette halle. Et l'aboutissement, c'est aussi qu'on puisse l'utiliser ce soir pour ce ciné architecture. Donc merci beaucoup à Ségolène Charles qui a fait beaucoup de chemin pour venir jusqu'ici, qui découvre l'Ariège. Donc c'est une très bonne entrée en matière à Allières. Voilà, merci Carole, merci Agnès. Donc, je reprends le fil de notre discussion. Au début, à la place de cette halle et de cette place d'ailleurs, il y avait une espèce de place en goudron qui se dégradait, qui n'était pas très plate, qui se déformait, enfin voilà. Et c'était le lieu quand même depuis plusieurs décennies de la fête du village. Et en fait, cette place, elle ne servait que à l'occasion de la fête du village. Et il y avait un vieux kiosque en béton, horrible d'ailleurs par là, qui avait été fait par les habitants, donc il y avait l'avantage d'exister. Et puis, à un moment donné, il a fallu qu'on refasse cette place. Donc, on s'est demandé, est-ce qu'on regoudronne, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on a eu l'idée de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas reprofiler tout ça et faire quelque chose d'un peu chouette, d'un peu bien. Et donc, c'est comme ça que, dans un premier temps, on a créé la place avec le gradinage que vous avez derrière vous, et puis cette place en pierre. Et à l'époque, avec les subventions, ça ne nous a pas coûté beaucoup plus cher que si on avait simplement fait du goudron qu'on doit refaire tous les 5 ans. Voilà. Donc ça a été la première étape. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est que sur cette place, il y avait un chapiteau, qui était un chapiteau qui avait été fabriqué par, là aussi, des gens du village. Vous savez, il y a toujours plein d'artisans dans les villages. Donc il y a un gars qui travaillait les métaux. Et ce chapiteau, il a quand même servi pendant de longues années. Il a rendu service pendant de longues années. Et puis à un moment donné, ça devenait compliqué parce que il fallait le monter. Et après, il fallait tirer des énormes bâches d'un côté à l'autre. Enfin, ça devenait chaque fois, c'était difficile, lourd et compliqué. Et puis on s'est dit, mais ce chapiteau, il est quand même peut-être plus aux normes. Et alors on dit les normes, mais n'empêche que quand on est une collectivité, il faut quand même faire attention à ça. Et on a bien fait parce que du coup on a pris la décision de créer une halle. Et le chapiteau, on l'a démonté, et qui appartenait au comité des fêtes. Et d'ailleurs il a mal fini, puisque pendant les travaux de la halle, il avait été prêté pour un mariage, et la veille du mariage, il y avait un gros orage, il s'est effondré sur lui-même. Voilà. Il y avait des piliers comme ça en fer. C'était tordu complètement, ça s'est effondré sur lui.
Donc je me suis dit, heureusement que ce n'est pas arrivé le jour du mariage, quand il y avait les convives, ou un jour de la fête du village, quand il y avait 200 personnes dessous, quoi. Et voilà, donc du coup, ça nous a conforté dans notre idée de créer quelque chose de nouveau. Et puis, donc, on a, dans ces cas-là, comme on fait souvent, nous, les petites communes, quand on connaît l'existence du CAUE, on va les voir pour avoir des conseils qui sont toujours utiles. Et donc, je suis allé les rencontrer. Et donc, Agnès et Corinne se sont penchés sur la question, nous ont donné des conseils. Et puis, après, il y a la question du choix. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit, comment on fait, quoi. Et donc, elle va vous en parler. Et c'est là où, en fait, on a engagé toute une procédure en associant quand même la population à chaque étape. Autour de différents projets. Donc elle va vous expliquer la procédure qu'on a utilisée. Et finalement, l'aboutissement, c'est que on a sélectionné un architecte, des architectes, un jeune cabinet d'études de Toulouse, Laetitia Pochet et je ne sais plus le nom de son collègue. Voilà, Fabrice Fréchou, c'est le cabinet d'études architecturales Cohésion A2. À Toulouse. Voilà, c'est eux qui ont remporté en fait le marché et on a travaillé avec eux jusqu'à l'aboutissement. Je vous expliquerai après quand même un petit peu, si Corinne ne le fait pas, mais on avait quand même envie d'avoir quelque chose de contemporain parce que d'une part, moi j'aime bien ça et je trouve que des fois faire du faux rustique, c'est catastrophique parce que ça sonne pas juste. En fait, il vaut mieux faire quelque chose de nouveau. Et à chaque époque, finalement, dans l'architecture, dans l'histoire de l'architecture, il y a toujours eu du contemporain à chaque époque. Voilà. Donc voilà, ça c'était l'histoire donc de la création de cette halle. Et maintenant que je crois que Corinne va vous expliquer un petit peu la procédure qui a été mise en place et comment ça s'est déroulé. Oui, en fait, donc en 2015, Denis est venu nous voir et nous a dit voilà, j'ai cette place et on voudrait créer une halle. Et il me dit moi, ce que j'aime, c'est l'architecture de Kengo Kuma. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kengo Kuma, voilà, c'est un architecte japonais qui travaille à travers le monde entier. Et son architecture, donc architecture contemporaine, mais qui se fonde dans son environnement et à travers une analyse des lieux et à travers des matériaux. Denis et le conseil municipal voulaient quand même du bois, mais tout en restant quand même de l'architecture contemporaine. Donc donc on va chercher, on regarde Kengo Kuma et tout, et puis derrière il me dit j'ai un budget, j'ai 100 000 euros. Bon, on va pas chercher Kengo Kuma du coup. On a dit non, on va pas l'appeler. Et donc on a mis en place, en fait, nous on a orienté la municipalité sur un marché avec des remises d'intention architecturale, pour qu'en fait ils puissent choisir un projet et pas simplement une équipe d'architectes sur référence, mais on voulait vraiment que la municipalité et la population puissent choisir un projet. Du coup, on a lancé ce MAPA avec remise d'intention architecturale. 3 équipes ont produit des planches, donc analyse du site et intention architecturale. Et donc, comme l'a dit Denis, c'est les architectes de Cohésion A2 qui s'excusent. Ils voulaient être là ce soir, mais ils étaient sur Bordeaux. Ils n'avaient pas le temps de revenir pour 18 heures pour vous présenter leur projet. Donc, du coup, Laetitia Pochet et Fabrice Fréchou, 2 jeunes architectes à l'époque, parce que bon, voilà, c'était 2015, on produit. Alors, je vous ai mis les planches. Donc ça, c'était l'analyse du site. Donc, site en hauteur, très visible, face à l'église, et en même temps, pas de construction autour. Donc, un site quand même assez important à analyser et à valoriser, et à ne pas trop impacter par l'architecture. Donc ici, leur référence en termes de projet,
de matériaux. Donc ils étaient déjà partis sur, ils avaient gardé la pierre du sol, ils avaient l'idée du bois, puisque de toute façon c'était une des volontés communales aussi, et du coup le bac acier, et tout ça avec une volonté d'un bâtiment qui s'intègre sur la butte, et en même temps qui suivait les courbes de niveau. Et donc à la finalité, leur projet était comme ça, et c'est ce qu'on a aujourd'hui, en fait. Ils avaient juste proposé des possibilités d'évolution pour fermer sur le côté des volets en bois. Voilà. Bon, c'était une option qui ne rentrait pas dans le budget. Donc, du coup, ça n'avait pas été l'option choisie. Mais en fait, quand on regarde leur projet et qu'on voit la halle aujourd'hui, on retrouve la même chose. Voilà. Donc, hop, j'avance. Donc, au niveau du chantier, les études, consultation des entreprises sur l'année 2016 et sur l'année 2017, le chantier. Pour arriver en septembre 2017, donc sur l'inauguration. Donc alors je crois qu'on a dépassé les 100 000 euros, on devait être autour de 120 000 euros, avec des aides donc de l'État, de la région, du département, des subventions, voilà, qui ont permis d'aboutir à ce projet que l'on a ici. 120 000 euros, c'était en 2017. Aujourd'hui, je ne sais pas si, avec ce budget-là, on pourrait refaire la même chose. Ce serait, à mon avis, un peu plus compliqué. Voilà. Donc, juste pour revenir un peu, voilà, vous avez la photo en 2015, la photo en 2017. Et juste pour vous montrer qu'en fait, cette halle a très peu d'impact sur l'environnement, sur le site, et qu'elle est totalement intégrée. Hop. Et voilà, donc avant, après, donc voilà, ça valorise quand même pas trop mal le site. Et au niveau de la fonction sur la commune, c'est quand même hyper important. Donc là-dessus, je vais laisser Denis continuer. Et donc voilà, une fois que cette halle a été créée, on s'est rendu compte que l'usage de cet espace, en fait, il avait bien évolué. Comme je vous le disais tout à l'heure, au départ, c'était juste la fête du village et peut-être un ou deux trucs. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une utilisation qui est une utilisation multiple par les habitants. Et d'ailleurs, c'est une gestion qui n'est pas forcément si simple, parce qu'il faut un équilibre un petit peu entre tout. À savoir que voilà, ce qu'ont demandé aussi les gens de la commune, c'est de dire on veut un bâtiment, mais qui serve aux gens d'Allières, comme ils disent, enfin, ça veut dire aux habitants, quoi. Donc il y a ça. Il y a l'usage que veut en faire la municipalité. Il y a l'usage culturel, puisqu'en fait, nous, pourquoi on a eu des subventions qui étaient assez importantes, parce qu'en fait, on a fait valoir qu'il y aurait aussi des événements culturels. Voilà. Et donc tout ça, il faut trouver un peu une harmonie, ce qui fait que aujourd'hui, cette halle, elle est utilisée pour la fête du village, pour le repas de la commune. Elle est utilisée par la mairie comme salle de mariage, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire un mariage ici. On l'a fait, et puis maintenant, tout le monde veut faire les mariages ici. Voilà. Et d'ailleurs, on a des demandes de partout, parce que ça va très loin. Mais qu'on n'accepte pas parce qu'on n'a pas d'employés municipaux ou très peu, donc on ne peut pas faire face. L'usage privé des habitants, c'est quand il y a des grandes fêtes de famille, des choses comme ça. Et voilà, ils ont la possibilité de le faire ici. Et puis la partie culturelle, c'est 3-4 événements par an. Un concert de l'orchestre de chambre d'hôtes de Jean-Paul Raffitte, théâtre, danse, enfin voilà, etc. Donc là aussi, on sélectionne parce que sinon, là, j'ai une demande par semaine pour des gens qui veulent faire des spectacles ici, mais il n'y a pas de parking, il n'y a pas de... Donc ça veut dire que si vraiment on voulait faire un lieu comme ça, culturel, régulier, il faudrait aménager beaucoup plus cet espace, en fait. Et voilà. Et alors après, il y a l'utilisation par les enfants du village qui viennent faire ici jouer au ballon, au patin à roulettes, enfin, etc.
Et puis des randonneurs, quand il y a des randos, par exemple la rando à cheval de l'Ariège, ils viennent ici à midi faire une halte, des choses comme ça. Donc en fait, cette halle, depuis qu'elle existe, elle a complètement changé, cette place, elle a complètement changé d'usage, et aujourd'hui, elle est quand même assez utilisée. Voilà. Donc de ce point de vue-là, pour nous, c'est vraiment une réussite. Voilà. Après, pour faire le lien avec ce que disait Corinne tout à l'heure, donc sur la procédure, nous on a affiché les différents projets à la mairie et faire le lien aussi avec la conférence qu'il va y avoir après. On a affiché les différents projets et les gens sont venus voir les projets, en parler, discuter, disaient ouais celui-là, pourquoi celui-là. Donc on expliquait pourquoi on avait choisi quelque chose, on voulait quelque chose de contemporain, tout ça. Et alors, curieusement, moi je m'attendais à ce que beaucoup de gens, comme quoi des fois on se fait des idées, nous disent oh là là c'est trop moderne ou quoi. Pas du tout, pas du tout. Ce projet il a été assez rapidement accepté en fait par les gens du village, quoi. Alors au début ils étaient quand même un peu étonnés, un peu curieux, et puis après ça s'est su qu'il y avait une halle qui était un peu chouette à Allières et tout, et puis maintenant les gens quand ils parlent de la halle ils sont très fiers et ils disent ouais on a une halle, elle est chouette et tout, voilà. Donc il y a une appropriation qui s'est faite et ça c'est très très bien, voilà. Tu veux redire un mot, toi? Voilà. Alors, pour faire le lien avec... je remercie Ségolène Charles donc, d'être venue de Nantes jusqu'ici. Ce n'est pas un petit voyage, je connais. et voilà. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, dans la question de la pratique citoyenne sur les espaces publics, ce n'est pas une question facile et c'est une question à laquelle on est confronté assez fréquemment, en fait. C'est-à-dire que où est-ce qu'on doit mettre le curseur entre ce que l'élu décide et ce que la population souhaite. Et l'actualité aujourd'hui nous montre que si on laisse décider les citoyens, ce n'est pas forcément toujours des bons choix, malheureusement, et que si on laisse décider tout seul les élus, ce n'est pas forcément pertinent non plus. Voilà. Donc c'est un débat, en fait, c'est tout le débat, mais c'est tout le débat en fait de la démocratie représentative en fait, qui est contenue là derrière, et ça pourrait nous entraîner très loin. Voilà. Donc voilà. Mais alors du bon usage de la citoyenneté dans les projets urbains et architecturaux, voilà, je vais laisser la parole à Ségolène Charles, que je remercie encore. Bonsoir à toutes et tous. Déjà, je voudrais remercier chaleureusement les différents organisateurs, organisatrices de l'événement. Je trouve qu'il y a une synergie avec l'Estive, le SAUE, le syndicat des architectes et puis l'association des maires et des élus de l'Ariège, si je ne me trompe pas, que je trouve très agréable, en tout cas pour ma part, et qui aussi rentre en résonance avec ce livre qui est issu d'un travail de ma thèse de doctorat, qui était comment dire, à la croisée de deux champs disciplinaires. Donc, je suis docteur en architecture et urbanisme, et j'ai fait donc cette thèse, ce travail rattaché au laboratoire de l'école d'architecture de Paris-la-Villette, dans lequel je suis toujours rattachée, et en codirection avec le Centre européen de sociologie et de sciences politiques de la Sorbonne, puisque je parlais de l'élu. Donc voilà, il y avait, c'est ça que je trouvais vraiment intéressant d'être de mieux comprendre la question de la participation sur laquelle je vais revenir, et de comprendre aussi ce contexte des petites villes qui était tout à fait particulier, qui, lorsque j'ai commencé cette recherche en 2015, la question de la petite ville, je reviendrai sur la définition, c'était un sujet plutôt mis de côté par les politiques publiques, par les recherches, par les échanges, et on voit qu'aujourd'hui il y a quand même un regain d'intérêt pour ces questions-là, et tant mieux, puisque c'est quand même au cœur, voilà, je reviendrai là-dessus, mais la France se caractérise par son tissu communal, malgré la montée en compétence de l'échelon intercommunal. On a un nombre de communes assez particulier, et donc par définition, qu'on soit élu ou architecte ou concepteur, on se retrouve à pratiquer dans ces territoires-là, et ils ont leurs spécificités, comme ont les spécificités des métropoles, mais là on voit qu'on a besoin d'avoir des réflexions sur les autres territoires qui composent aussi largement le territoire français. Donc peut-être juste pour me présenter, je suis docteur en architecture et urbanisme, je suis urbaniste, je pratique la participation depuis mon diplôme, depuis 10-15 ans, et donc je l'ai pratiqué
dans une petite agence d'architecture dans le cadre de laquelle j'ai fait ce travail de recherche, où on travaillait particulièrement sur des petites communes, donc près de Nantes, je viens de près de Nantes, et j'ai travaillé pour la Commission nationale du débat public, donc qui est une autorité indépendante de l'État qui assure la participation et l'information sur des grands projets à impact environnementaux. Et aujourd'hui, je suis à la métropole de Nantes, donc voilà, je commence à avoir une palette, et les questions de participation sont à la fois très différentes en fonction des contextes, en même temps, il y a des choses très communes sur lesquelles on pourra échanger ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la question de participation? Avant de rentrer dans le fil du sujet, je trouve c'est important de revenir un peu sur... je vois très bien que derrière la question de la participation, on a tous nos définitions. Moi, j'aurais envie de dire que c'est l'ensemble des processus qui favorisent ou permettent aux citoyens d'être impliqués dans le processus de décision. Ça, c'est central, c'est la question de la décision. Monsieur le maire, vous parliez du curseur, voilà, où on met l'élu, où on met le concepteur, où on met le citoyen. Une démarche de participation qui a du sens, c'est une démarche de participation qui articule la décision du projet urbain concerné. Et ça, je reviendrai là-dessus, je dirais l'expliciter, mais demander la couleur des fenêtres sur un projet d'architecture, est-ce que c'est la place du citoyen? Est-ce qu'on est vraiment sur le cœur du projet en lien avec les compétences, l'expertise d'usage d'un citoyen? C'est une vraie question. Et finalement, ce que je vais vous raconter aujourd'hui sera toujours en lien, et vous l'avez fait transparaître dans votre discours sur la question de la programmation, de l'élaboration du programme architectural ou urbain, la participation telle que, en tout cas, moi je l'envisage, et que les chercheurs et les praticiens l'envisagent, c'est d'aller nourrir ce programme qui ne s'arrête pas au début du projet, mais qui vient jusqu'à la phase de gestion et jusqu'à le projet dans son entièreté. Alors la participation, je disais, c'est la décision, mais ça, je vous allez voir, je vais être je vais le répéter un peu en boucle. La question de l'implication, elle peut être interprétée de multiples manières. J'y reviendrai, on a le bas de l'échelle de la participation qui est l'information. C'est déjà quelque chose d'informer. On pourrait se dire oui, c'est un minimum, mais tous les projets qu'on réalise, toutes les démarches, on n'a même parfois pas accès à cette question de l'information. On a la consultation, on va demander l'avis sans pour autant le prendre en compte. La concertation, la coproduction, où là on va avoir des techniciens, les citoyens, les élus qui vont faire ensemble, et on peut avoir la codécision, où là vous pouvez avoir des citoyens qui sont dans le comité de pilotage du projet. Donc là c'est encore un stade autre, et puis l'autogestion sur des projets d'habitat participatif ou autres. Voilà. Donc cette échelle, elle monte, c'est comme des poupées russes, ça ne veut pas dire qu'il y a un échelon qui est mieux que l'autre, j'ai envie de dire ce qui compte c'est la promesse. Et là, on reviendra sur des grands exemples qui vous parleront où cette promesse n'a pas forcément été engagée. On dit voilà, on va faire de la codécision, ça va être super. Et puis finalement, on implique les citoyens sur de l'information. Et là, il y a la question de la promesse, qu'elle soit dans le cadre de la démocratie représentative ou de la démocratie participative, elle est franchement très importante. Donc quand je parlais de démocratie participative, l'implication des citoyens, démocratie représentative, les élus que donc voilà, chaque mandat on vient faire élire ces différents élus, et très souvent on met démocratie participative et démocratie représentative en opposition. Absolument pas, c'est complémentaire. C'est-à-dire que la démocratie participative vient en complément de la démocratie participative, et malgré les a priori qu'on peut avoir, vraiment c'est un résultat de mes recherches, la participation vient conforter le rôle de l'élu dans son rôle politique. Je prends les réunions, enfin on va prendre les formats classiques de participation, la réunion publique classique, l'élu porte le discours politique, l'architecte porte le discours technique. Et vous êtes des architectes dans le lieu, parfois on voit qu'il peut y avoir un mélange des genres, mais la participation est bien claire sur la posture de chacun, et ça vient en complément. Donc voilà un peu pour vous raconter qu'est-ce que la participation. Elle est protéiforme. C'est là où on va pouvoir s'entendre, c'est-à-dire qu'elle peut être ascendante. Il y a plein de mouvements, surtout aujourd'hui, Loïc Blondiot, qui est vraiment la référence en démarche, en question de démocratie participative, parle de démocratie du faire. Les gens ont envie de faire et ils vont moins voter, peut-être un peu moins s'impliquer comme avant, mais il y a une vraie volonté, en particulier de la part des jeunes, de faire les chantiers participatifs, les engagements associatifs, etc. Démocratie donc ascendante, descendante, institutionnelle. Là, je vous ai mis des exemples plutôt nantais, quoi qu'il y a Roubaix avec
l'exemple qui est vraiment emblématique de la participation en urbanisme en France, qui était l'Almagar à Roubaix, années 70, un quartier qui devait être démoli dans toute cette politique de destruction des quartiers petits politiques de la ville. Et là, il y avait eu tout un travail qui avait été fait de citoyens qui s'étaient mis en lien avec des architectes, avec des urbanismes, du contre-projet. Et donc, on a vraiment des choses assez emblématiques. Les réunions publiques, des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, c'est une forme de participation, certes souvent, mais institutionnelle. Voilà, on a vraiment pour vous montrer que la participation, on peut l'entendre de manière pleinement différente. Et si on la caractérise, là je reprends les recherches d'un collègue qui s'appelle Guillaume Petit, qui est politologue, on a 3 formes. Et nous, ce soir, on va s'intéresser à une, la participation par instance. Vous en avez des conseils citoyens, des conseils de développement, des conseils de quartier. Donc c'est des offres de participation très pérennes qui sont ancrées sur le territoire. On en fait, voilà, je pense que tout le monde en a entendu parler. Nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est la participation par projet. C'est une offre ponctuelle, thématique, voilà, où on va vraiment plutôt travailler avec ce qu'on appelle des mini-publics. Donc c'est des petits groupes qui vont suivre un groupe pilote de projet qui va suivre de manière plus ou moins forte avec le comité de pilotage et les comités techniques. Et la dernière offre, c'est théorique, mais ça permet de se placer un peu, c'est toutes les offres numériques de participation, ce qu'on appelle la Civic Tech. Attention, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, il n'y en a pas une qui prend la place que l'autre. Très souvent, on a un mélange de tout ça. On peut travailler sur des questions d'urbanisme, soit en faisant tout en papier, soit en mobilisant des choses en ligne, en allant travailler avec des instances pérennes. Très souvent, ça fait un mélange de tout ça. Donc une fois que vous avez reparlé de ces questions de participation, ce que je vous disais un petit peu avant, et cette slide je l'ai fait avant tout ce qui s'est passé récemment, lorsqu'on parle de participation, on pense très souvent à des exemples nationaux, la Convention citoyenne pour le climat qui a quand même marqué les esprits, un processus participatif intéressant, une promesse politique qu'on peut discuter puisqu'il y avait quand même un engagement qui a été porté et qui par la suite a mené à d'autres formes de réponses. Je ne reviendrai pas là-dessus. On pense à très souvent, ce qui est cité, ça va être, moi je prends la métropole de Nantes parce que c'est plus mon coin, mais du budget participatif, les grosses ZAC, voilà, on pense toujours à ces gros contextes-là. Mais finalement, on oublie que la France, c'est 35 000 communes en 2022, 992 communautés de communes, 227 communautés d'agglomération, et finalement, 14 communautés urbaines et 21 métropoles. Et donc, la question aujourd'hui, c'est vraiment cette question, moi que j'appelle de la petite ville, qui est encore un échelon particulier, mais vraiment cette thèse, elle est partie de ça, de se dire, ok, on connaît ce qui se passe en participation dans les métropoles, on sait très bien comment marchent les maîtrises d'ouvrage dites professionnelles, lorsque l'élu, il a ses services techniques, il a l'ingénierie en interne, il porte des projets d'urbanisme très, très régulièrement. Et finalement, cette maîtrise d'ouvrage qu'on dit occasionnelle, c'est-à-dire qu'un maire va porter 1-2 projets urbains ou architecturaux dans son mandat, qu'il n'a jamais exercé ces questions-là auparavant, avec des élus de la même manière. Et donc, c'était vraiment s'intéresser à ça et les spécificités du projet urbain dans un contexte de petite ville. Alors, qu'est-ce que j'entends par petite ville ? Je n'irai pas vous détailler tout ce tableau, mais c'est pour vous dire que, comme tout, on a 10 000 définitions. Vous voyez, l'association d'élus, donc ça c'est un tableau que j'ai pris à un spécialiste de ces questions-là, qui est Christophe Desmazières, c'est un géographe, il travaille sur la petite ville et il essaie de la définir. On peut aller de 2500 à 25 000, des unités urbaines, on peut parler de continuité du bâti, enfin voilà, il y a plein de manières. Moi j'aimerais juste aujourd'hui vous dire que dans le cadre de ce livre, la petite ville, c'était vraiment une fourchette démographique la plus admise par l'INSEE, qui est entre 3 et 20 000 habitants, avec des dénominateurs communs, économiques, fonctionnels, d'aménagement. Mais surtout, c'était moins ces questions de typomorphologie, de géographie, etc., mais plutôt de questions de faible ingénierie en interne, puisque ces petites villes, elles ont on a l'échelon intercommunal qui est jamais loin, mais en interne, l'ingénierie de la participation, l'ingénierie des questions urbaines, elles sont plus faibles, c'est partagé. Donc quelle place occupe le prestataire lorsqu'il est architecte, urbaniste, paysagiste, le concepteur, et on voit que le lien qui se crée est très particulier. On parle dans les petites villes, en tout cas dans les maîtrises d'ouvrage occasionnelles, de colloques singuliers. Il y a quelque chose de très fort qui se lie entre le concepteur et les élus qui le mandatent.
Alors pour finir par ces questions de contexte, c'est vraiment rappeler quand même, lorsque j'ai fait cette recherche, mais malheureusement c'est encore le cas aujourd'hui, c'est qu'on est dans un contexte aussi de mères de petites filles qui sont des Don Quichotte fatiguées. 2019, mais c'est encore à l'heure actuelle, des mères amères, le grand blues des mères de France, histoire d'une rupture. Un maire sur deux n'envisage de ne pas se représenter. Ces mères courage. Voilà, Don Quichotte fatigué, il faut aussi quand même dire que, on verra que les questions de participation sont encore, peu abordées dans les contextes de petites villes. Attention, je ne généralise pas. Mais j'insiste aussi qu'il y a un contexte qui fait que lorsqu'on est élu, on porte beaucoup de choses, d'autant plus dans les petites communes. Et en 2020, un maire sur deux ne souhaitait pas se représenter. Pourquoi ? Pour des manques de moyens financiers, des manques de personnel et surtout des difficultés à satisfaire les demandes administrées. Donc là, on voit qu'il y a une question quand même de lien entre l'élu, entre les citoyens, qui est très forte. Et si vous prenez les chiffres récents, les causes possibles de d'émeutes, donc là, c'est en fait c'est des études qui sont de l'Association des maires de France avec le centre de recherche de Sciences Po, le CEVIPOF, et donc là c'est 2023, et en fait les causes possibles du mouvement de démission, en pourcentage, vous avez le premier qui est une trop forte exigence des citoyens. Ça montre quand même que ce lien entre l'institution et les citoyens, il est à revoir. Clairement, pour moi, la question de la participation, c'est responsabiliser tout le monde, c'est responsabiliser l'élu dans son rôle de politique, responsabiliser le citoyen, ne plus être dans une démarche de « je demande, j'ai », mais ah oui, effectivement, ça demande du temps long. Pour ceux qui font de l'urbanisme participatif ou de l'architecture participative, il y a une vraie prise de conscience de « ah, ok, ah oui ». Ah ouais, c'est long en fait, maintenant il faut qu'on prenne des décisions. Et là, très souvent, il y a des élus en résonance qui disent « mais c'est pareil pour nous ». Parfois, vous nous dites 1-2 ans avant que le projet sorte, ou en tout cas qu'il y ait une esquisse du projet. Mais le temps de la délibération, il est long et il demande de la coproduction. Et donc, il y a vraiment une prise de conscience qui peut s'engager. Et je trouvais assez emblématique de voir que ce lien, entre autres, parce qu'on voit qu'il y a d'autres sujets qui suivent, la question avec les services de l'État, le mandat, la vie personnelle, etc. mais il est quand même en première raison de ces causes possibles du mouvement de démission en 2023. Et on voit que ces situations, elles sont très variables en fonction du contexte. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un contexte métropolitain, 9% envisageaient l'abandon du mandat, tandis que dans un contexte de moins de 500 habitants ou de 5 à 10 000 habitants, on voit que c'est beaucoup plus fort. Et monsieur le maire d'Allières me disait, mais moi, j'ai les mêmes contraintes qu'une métropole, mais j'ai pas beaucoup, j'ai pas d'agents, on est quelques-uns, et c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, la question de l'élu local et de la participation citoyenne, c'était vraiment pour moi important de présenter ce contexte, parce qu'on comprend beaucoup plus de choses et on a une compréhension de ce qui se passe beaucoup plus forte. Alors si je reviens sur cette question-là, c'est un sujet qui est d'actualité scientifique et politique et qui s'inscrit dans une histoire assez longue des enjeux d'urbanisme participatif. Dans les questions de participation citoyenne, vous verrez beaucoup de professionnels de la participation, on les reconnaît en tant que professionnels aujourd'hui, qui viennent du monde de l'éducation populaire et des enjeux de la politique de la ville. Donc de tout ce qui est donc ça fait écho un petit peu avec le film qui sera par la suite sur les questions de politique de la ville. Et donc, ce qu'il faut comprendre, que c'est d'un point de vue des architectes, ça a vraiment émergé en France dans le contexte des luttes urbaines. On a vraiment eu ce que je vous racontais avec l'Almagar, mais d'autres exemples emblématiques, des citoyens qui venaient chercher des architectes et des urbanistes pour proposer des contre-projets face à une démolition quasi systématique dans ces années-là. Il y a eu toute une effervescence très très forte sur ces enjeux de participation dans ces années-là, post-68 aussi, les beaux-arts, on passe à la naissance des écoles d'architecture. Dans le cadre de ma thèse, j'avais interrogé des architectes de ces années-là, et vraiment, ils racontent cette effervescence-là, qui est retombée, en fait. C'est un soufflet qui est retombé. Ça n'a pas tenu, ces questions de participation, ces questions de faire de l'urbanisme d'une autre manière. Et c'est réapparu avec les années 2000 et les enjeux de développement durable. On a vraiment eu un nouvel esprit de la démocratie qui s'est impliqué, entre autres avec un nombre de lois sur lesquelles je ne reviendrai pas forcément, mais c'est vraiment dans ce contexte-là que la question de l'urbanisme participatif
qui était vraiment le lieu où la question de la participation est réapparue en France, est revenue de manière très très claire avec les enjeux de développement durable. Et vous verrez, je ne les remettrai pas ici, mais vous avez des articles L302-1 du Code de l'environnement qui dit très clairement que dans les projets qui ont un impact sur l'environnement, donc ça après on peut discuter, mais on voit bien que finalement tous les projets ont un impact sur l'environnement, il y a une obligation à minima de consulter les habitants. Et que ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément, mais ne serait-ce que dans la loi, il y a ce qu'on appelle une injonction à la participation. Et dans ce contexte-là, effectivement, la participation rentre en résonance avec une crise de légitimité du politique. Et en même temps, on n'est plus dans du contre-projet. Années 70, auparavant, c'était vraiment « Ok, il fait ça, moi je vais faire du contre-projet ». Là, aujourd'hui, on a quand même, moi je tiens à le souligner, des citoyens qui veulent faire avec, qui veulent participer à l'élaboration de leur cadre de vie. Et là, je reprends un mot qui a été dit comme ça, c'est considérer la ville comme un bien commun. Et là, on revient, et je me suis permise, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, mais je pense qu'on y est déjà, la participation est au cœur des enjeux du développement durable. Si on considère que la fabrique des territoires, que les territoires sont un bien commun, tout de suite on considère que voilà, on va considérer la fabrique de la ville, alors la ville de l'urbain, on va dire, donc aussi sur les territoires ruraux, comme quelque chose à faire ensemble. Et ça change en fait, ça pousse à un changement de paradigme. Et tout ça dans un contexte effectivement d'un rôle de l'élu local en mutation. C'est-à-dire qu'on a l'élu, à la fois avec toutes les difficultés que je vous raconte, mais lors de mes recherches en 2015-2019, montée en compétence de l'intercommunalité, donc moins de force de frappe, on va dire, lorsqu'on est élu communal, moins de moyens, baisse des dotations globales de fonctionnement, donc c'est l'argent qui est reçu pour participer à des projets sur la commune. Et donc c'était vraiment dans ce cadre-là que ce livre a émergé, c'est-à-dire d'avoir des élus qui ont envie de faire la fabrique avec les habitants, des contextes, une ingénierie qui est réduite et un lien qui va se créer avec des prestataires, dans le cas tels que des concepteurs, architectes, urbanistes ou paysagistes. Donc c'est vraiment là-dessus que je vais vous emmener aujourd'hui, en interrogeant les spécificités d'une démarche participative dans un contexte de petite ville. Je pense que pour ceux élus ou concepteurs, chacun retrouvera un petit peu les spécificités qu'on peut y voir. Les relations qui s'établissent entre ces élus et les consultants qui les mandatent, qui sont des relations vraiment particulières dans le cadre d'un projet participatif. Et puis, quels leviers peuvent être mis en œuvre pour accompagner. Et là, on voit qu'il y a bien sûr une démarche à avoir côté citoyen, de se repositionner, mais on a aussi en tant qu'architecte ou les élus, on a tous un pas à faire pour se retrouver sur cette question du projet urbain participatif. Et que ce pas est largement faisable. Voilà, donc pour vous présenter tout ça, je vais vous montrer rapidement le projet de l'urbain participatif au cœur des enjeux de développement durable. Ça me semble vraiment fondamental et comment ça s'articule. L'ambition qu'on peut avoir par rapport au cadre législatif, et puis je vous emmènerai dans un plan guide participatif pour vous montrer que la participation, qui est très souvent, moi je le vois, j'enseigne, les étudiants souvent, oui, c'est les post-it, on les pose et puis c'est bon. Non, on a une ingénierie de la participation, ça se forme, ça s'apprend, et il y a beaucoup de jeux d'acteurs. Et là, c'est vraiment comprendre la notion du projet, on vient de manière encore pleine. Déjà que le projet, ce sont des jeux d'acteurs, on est vraiment sur de l'action collective, mais là, on rajoute un acteur central qui est le citoyen, dans un contexte que je vous ai décrit auparavant, qui est particulier, qui est celui des petites villes, avec la compréhension, avec une posture de concepteur qui est tout à fait particulière. Donc la participation au cœur des enjeux de développement durable, il y a de nombreux a priori. Voilà, on m'a élu, pourquoi j'irais consulter les citoyens? Moi, je l'avais eu la gérante de l'agence dans laquelle je travaillais auparavant. On lui avait dit, ah oui, tu fais de la participation parce que tu n'es pas trop sûr de toi en tant qu'architecte. Non, mais voilà, on sent qu'il y a une question de la légitimité qui se pose. Et que ces nombreux a priori, voilà, une perte de temps, d'argent, c'est bon pour les architectes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors, il y a des nombreux a priori qui peuvent être débunkés, déconstruits en apprenant, et d'autres par de la méthodologie. Typiquement, la question de l'argent, je le dis pour les concepteurs qui n'auraient pas testé, à l'agence, c'était rentable. La participation était rentable, et sans en faire une usine à gaz.
en optimisant les processus, en se formant, en montant en compétences, mais la participation est rentable. Et ça, c'est quelque chose où, on peut perdre un peu de temps en début de projet, mais on le gagne par la suite, sur la suite du projet. Et en tant que concepteur, il y avait un nombre de références qu'on pouvait se créer aussi. C'est un marché aussi de la participation. Je vous montrerai les différentes typologies de concepteurs par rapport à la participation, mais aussi si on n'est pas forcément particulièrement sensible à ces questions-là, ce serait-ce que d'un point de vue stratégique, on a gagné une accueil de mairie alors qu'on n'avait pas de référence en mairie, une accueil de bibliothèque, parce que on avait cette double casquette concepteur et participation. C'est aussi, je trouve ça important de raconter un peu concrètement, parce que c'est souvent des remarques qui sont faites. Et donc, c'est vraiment dépasser les a priori, certains qui ne sont pas fondés, comme j'ai pu vous le montrer, et puis d'autres qui sont méthodologiques. C'est un défi d'urbanisme, environnemental, politique, je l'ai évoqué, le repositionnement des acteurs. Et tout ça s'inscrit vraiment au cœur des enjeux de la transition écologique. Donc cette slide-là, c'est vraiment, et les deux précédentes se sont adaptées des cahiers de l'AEU2. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'approche environnementale de l'urbanisme. Donc c'est fait par l'ADEME, c'est gratuit en ligne, ça a été. Donc cette approche environnementale de l'urbanisme, ils ont revu, ils avaient une version 1, ils ont fait une version 2, ils se sont dit en fait pour que ce soit environnemental, pour qu'on pense le projet urbain. Dans des questions d'environnement, il faut qu'il soit participatif. Pourquoi ? Parce qu'on trouve des enjeux, on l'a dit, politiques, renforcer la légitimité, repenser la question de l'action publique, mais on a aussi un peu des triptyques, les enjeux sociaux, la création du lien social, on en parle beaucoup aujourd'hui, du vivre ensemble, comment on recrée ça, et donc il y a un apport qui peut être au-delà de la question purement programmatique des projets. On va vraiment créer du lien. Des enjeux environnementaux, répondre à des exigences, faire émerger des nouvelles idées qui concourent à l'émergence d'aménagement durable. Et puis des enjeux d'efficience et d'efficacité. C'est-à-dire que on a un nombre de projets qui, malheureusement, parfois manque de pertinence parce qu'on n'a pas sollicité les acteurs qui pouvaient y répondre. Et donc là, on va aussi avoir toute une démarche de synergie avec les acteurs locaux, qui est assez intéressante sur ces questions-là. Je ne détaille pas plus que ça, mais je trouve vraiment important de rappeler que la participation, en tout cas telle qu'elle est défendue par les praticiens et les chercheurs aujourd'hui, elle se ramène à des questions de développement durable et elle est apparue dans des questions de développement durable dans les années 2000. Tout ça demande du changement. Il y a un livre des années 70 de Michel Ragon qui s'appelle « Le prince, l'architecte et la démocratie ». Et il raconte bien comment on avait historiquement cette posture de l'architecte, du roi qui accompagnait, et on passe de cette posture. C'est sûr que de passer des enjeux de le projet participatif, on passe du projet de l'élu ou du projet de l'architecte à celui d'un collectif de projets. Et donc forcément, ça va demander de chacun des acteurs de changer de manière de faire, en tout cas si on a exercé d'une certaine manière. Et pour l'avoir vu encore récemment sur un collègue architecte qui doit avoir la quarantaine, ce changement est souvent une belle surprise pour les personnes et viennent encore légitimer, par exemple, la posture du concepteur, en devant, par exemple, expliciter le dessin, expliciter quels sont les choix, argumenter les choix qu'on a réalisés. L'architecte se pose, s'il fait de la participation, en traducteur. On parle des traducteurs puisqu'on vient traduire les compétences techniques auprès des citoyens. Et encore une fois, on parlait de où est-ce qu'on met le curseur en tant qu'élu, où est-ce qu'on met le curseur en tant qu'architecte. Moi, je m'oppose fermement à demander l'avis des citoyens pour décider une façade. Je pense à un bâtiment à Nantes, en quartier dit politique de la ville, où on a demandé aux citoyens de dessiner la façade. C'est une catastrophe. Et c'est tout à fait normal, puisque ce n'est pas leur expertise. On va demander le rapport à l'usage, on va demander le diagnostic. On va vraiment être sur soit de l'expertise d'usage, soit parfois des expertises très spécifiques. Je repense à un petit projet de tiers-lieu qu'on avait accompagné sur une petite commune, et un ingénieur du son travaillait sur cette commune-là. Il dit « Moi, j'aimerais bien que la salle, qu'elle soit vraiment bien ». Et il avait participé, il avait donné son expertise professionnelle au nom d'un projet qui était financièrement aussi réduit, donc on ne pouvait pas avoir 10 000 compétences.
Mais vraiment, chacun, c'est pas parce qu'on fait de la participation que tout le monde donne un avis sur tout. L'élu prend la décision lorsqu'on est en dessous de la codécision. Il peut choisir au sein de son conseil municipal, dire « j'aimerais des habitants dans mon comité de pilotage ». Pourquoi pas, mais c'est posé clairement. L'architecte a des expertises. Typiquement, le dessin d'une façade, on a quand même un nombre d'études et de pratiques qui fait que voilà, il y a une vraie expertise. Et finalement, ce qui est vraiment génial, c'est que lorsque la bonne méthodologie est développée avec les bons élus et chacun à sa place, les citoyens comprennent et reconnaissent l'expertise de chacun. Il y a vraiment, il y a un des cœurs, des clés de la participation qui est l'argumentation. Ça pousse à déconstruire la boîte noire de la conception, et si on argumente clairement de voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, oui, c'est OK en fait. La plupart des citoyens sont tout à fait alignés avec ces démarches-là. Et donc très rapidement, c'est dans cette démarche-là, moi, que vraiment j'incite à dépasser le cadre législatif de la participation pour être ambitieux. Il y a tout un pan, il y a vraiment un nombre de lois qui obligent à faire de la participation, que ce soit dans des projets réglementaires, hein, les AC, les PLUI, etc. Je vous le disais, je ne l'ai pas remis là parce que je n'ai pas fait un cours de l'urbanisme réglementaire et c'est absolument pas mes compétences, mais des articles du Code de l'environnement et du Code de l'urbanisme qui incitent clairement à faire de la participation. Mais on va être sur de la consultation. Et on parle beaucoup de la participation, on parle de plus en plus d'urbanisme participatif, mais pour vous donner un exemple, ça reste encore assez ténu. Dans une recherche qui a été menée par mon laboratoire sur les écoquartiers, donc quand même écoquartier, il y a une dimension en tout cas très affichée de participation, dans 75% des cas, le stade de la consultation, donc consultation c'est je demande l'avis mais je ne le prends pas forcément en compte, n'était pas dépassé. Donc on voit qu'il y a encore du chemin, les outils, les méthodologies s'améliorent, mais finalement l'articulation à la décision est encore un peu timide dans les projets d'urbanisme et d'architecture en France. Donc j'ai envie de dire, soyons ambitieux, et en même temps, j'ai envie de dire, vaut mieux afficher d'un point de vue politique et technique de la consultation et le faire bien, plutôt que d'arriver sur des enjeux de « oui, nous on va faire de la coproduction, on est géniaux, on va tout coproduire » et puis en fait on se retrouve, on va juste demander la couleur des volets sur un projet qui aura été ficelé. Je le dis parce que c'est encore très souvent le cas. Et côté conception, nous on a été déçus plusieurs fois lorsqu'on n'avait pas clarifié au niveau la commande. Dire voilà, vous parlez de coproduction, qu'est-ce que vous voulez dire derrière ? Jusqu'où vous allez aller en tant que politique, d'élu sur le portage politique ? Parce que plusieurs fois, on était là, ils veulent faire un truc expérimental, c'est merveilleux, on les accompagne. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, non, les élus n'étaient pas prêts politiquement à les mettre des citoyens dans le comité de pilotage ou à faire travailler les citoyens avec des techniciens et des élus. Et bien dans ces cas-là, faites de la consultation. Mais au moins, les choses sont posées clairement et la promesse est ce qu'il y a de plus important. Et pour ça, pensez vraiment à la Convention citoyenne pour le climat, parce que le dispositif, d'un point de vue de la recherche et de la pratique, était exemplaire, mené par des chercheurs et des praticiens, mais la promesse politique, en tout cas, elle n'a pas été tenue, et on a vu les incidences que ça a eu en termes de retentissement sur les citoyens, et c'est tout à fait compréhensible et normal. Et donc, c'est là-dessus, je disais vraiment d'aller vers une coproduction. Alors là, tout ce cadre, je l'ai posé, et là, je vous propose vraiment d'aller dans une des études de cas de ma thèse, donc qui a fait aussi l'objet de ce livre, dans ce cadre de s'intéresser à la question du projet participatif et des relations entre élus, citoyens, architectes dans les petites villes. Je m'étais intéressée à trois projets urbains que j'avais suivis en tant que chef de projet. Et puis, en fait, a posteriori, je suis retournée faire des entretiens semi-directifs en tant que chercheur. 6 mois après que le projet soit fini. Et il y a aussi ça qui était intéressant, c'est de voir ce que nous, on avait perçu au sein de l'agence et ce qui a été raconté par la suite par les différents acteurs qui composaient le projet participatif. Il y avait un gap qui était vraiment riche et intéressant d'apprentissage pour les praticiens et puis pour la recherche scientifique. 3 études de cas, j'ai pas mis au bon endroit le rectangle rouge, c'est pas très grave. Une mission de maîtrise d'œuvre, 3 petites villes, échelon municipal, moins de 15 000 habitants, des montages en régie, donc directement. C'était vraiment pour observer les relations entre les élus, les citoyens dans le cadre du projet urbain.
Dans ce cadre-là, beaucoup d'élus dépourvus de la culture de la participation et encore sans jugement, parce que je vous ai montré le contexte, on est sur des élus de petites villes qui ne font pas que ça, loin de là, et donc qui n'ont aucune demande explicite de la participation. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont opposés à ça, on reviendra sur les typologies par la suite. Et puis 3 rapports différents à l'intercommunalité, parce que si on parle de communes, on a toujours derrière la question de l'intercommunalité. Et aujourd'hui, je vous emmène dans je l'appelle le KB, pour des raisons d'anonymisation et de respect de tout ce qui s'est passé pour ce client-là. Je vous emmène dans une commune près de Nantes, mais bon, là, c'est pas trop compliqué. Quand je suis près de Nantes, les gens reconnaissent, etc. Mais là, bon, on est en Ariège, ça devrait aller. Une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en programmation d'un plan guide de centre-bourg, pour vous montrer un peu ces questions d'élus et de participation. Alors, l'agence dans laquelle a été menée cette recherche était des concepts, voilà, une posture de concepteur par rapport à la participation, et on peut décliner à peu près 4 types de concepteurs par rapport à la participation. Vous y reconnaîtrez peut-être, probablement dans plusieurs typologies, mais c'est intéressant de voir que c'est vraiment quelque chose qui a émergé. Bon, on a tous le réticent, il y en a de moins en moins contre la participation. Une réserve, une opposition par rapport à la participation, ça a toujours été le cas. Typiquement, la remarque que je vous ai fait auparavant, ah non, mais tu fais de la participation parce que tu ne sais pas faire, en fait. Et puis moi, je ne vais pas aller demander aux habitants ce qu'ils en pensent. J'ai l'expertise et je la garde. C'est OK, c'est une des typologies qui existent. On a le stratégiste, ça c'est vraiment avec ce qui est arrivé, ce qu'on appelle le marché de la participation, se dire, ce que je vous ai un peu dit, c'est dire, OK, il y a des marchés aujourd'hui en termes de participation, et moi je vois l'opportunité d'un point de vue de mon agence, de la structure dans laquelle je travaille, de se dire, bah ouais, je vais aller remporter des questions de marché de la participation, et il adapte ses pratiques et ses discours en fonction de la commande publique. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas. Dans l'agence, c'était plutôt une question entre le pragmatisme et le militant. L'approche du projet pragmatiste, c'est de se dire vraiment, c'est par l'approche par la programmation, de se dire, bah voilà, c'était une façon de poser, de résoudre des problèmes de conception pour une meilleure qualité du projet. Et puis une démarche aussi militante, accompagner les habitants pour qu'ils soient acteurs de l'aménagement de leur cadre de vie. Là, on retrouve un petit peu le fondateur de cette agence en question était diplômé en 68 de la Villette, voilà, à Beaux-Arts. Enfin, il a passé juste un oral à la place de son PFE. Et puis, il est rentré dans ce mouvement un peu de l'éducation populaire articulé aux architectes de cette génération-là. Donc, ce militantisme, il avait aussi une origine historique, on va dire, qui s'est passée après à sa fille avec laquelle il avait cofondé l'agence. Et donc, cette agence d'architecture, on se retrouve mandatée dans une petite ville, ici, au-dessus de Nantes, donc 6000 habitants quand même, voilà, on est sur la petite ville telle que je vous l'ai présentée. Et on a un maire en face de nous qui est novice en termes de participation. Alors, ce maire a voilà, c'est classique. Il a des peurs par rapport à la participation qui sont tout à fait légitimes. Il a la peur de cette incertitude. Beaucoup d'incertitudes dans la pratique de l'élu local, dans son mandat. Et la participation, il faut le dire, amène de l'incertitude. C'est inhérent. On ne sait pas où on va. Bien sûr, c'est comme le projet. On a une conduite, on a des échelons, on a quand même une direction, mais on ne peut pas dire en amont ce que ça va produire. Et donc, c'est quand même une peur de plus, ou en tout cas une crainte qui peut émerger, qui est tout à fait entendable de la part des élus, mais qui peut être difficilement appréhendée par certains. Posture d'égalité. Là, il y a clairement une question de posture qui se joue, mais aussi côté concepteur, c'est-à-dire qu'on accepte de se mettre à égalité, ou en tout cas en échange, en dialogue avec les citoyens qu'on va solliciter. C'est pas une évidence pour tout le monde, et ça c'est pareil, je pense qu'il vaut mieux un maire qui ne fait pas participer que quelqu'un qui fait faussement participer. Pareil pour les concepteurs, pour les archis ou les urbanistes ou les paysagistes, ce sont des postures, et il faut se sentir aligné avec ces postures pour pouvoir les mettre de manière vertueuse. Et puis, il y a des stratégies face à ces peurs. Le minimalisme, alors certains proposent un degré faible de participation, c'est ce qui ressort sur les questions de recherche. Certains jouent les absents, refusent implicitement le dialogue et mettent en avant la position d'acteurs qui ne se sont pas exprimés de vive voix. Ce maire de cette petite ville-là, il n'est pas vraiment là-dedans. On peut dire qu'il a plutôt des questions d'incertitude, qu'ils entendent tout à fait par rapport à son mandat. Et il se positionne dans les élus de l'entre-deux par rapport à la participation. Il y a eu des recherches en sciences politiques qui montraient que oui, les élus, ils se positionnent en fonction des partis politiques ou des courants politiques. Aujourd'hui, ces recherches, elles sont mises de côté. Et moi, c'est la typologie qui me parle le plus, en tout cas, qui m'a vraiment parlé le plus dans le cadre de ma pratique et de ma recherche. C'est, bon, on le connaît tous, c'est comme l'architecte qui est réticent.
il y a l'élu qui est contraint ou le rigide. Il s'oppose à la participation comme outil politique. On connaît aussi l'autre, l'élu hyper motivé, il connaît tout, il est formé à la participation, il est très ambitieux, voilà, il est conscient des compétences que ça requiert. Et notre maire, il est plutôt dans l'entre-deux. Et ça, les élus, ils vont des petites villes, dans ceux que j'ai observés, c'est plus ça. C'est-à-dire qu'ils sont ni opposés, ni complètement favorables, mais ils ont un sacré paquet de choses à porter et ils vont sous-peser le bénéfice-risque. Ok, je prends quel risque à mettre en place de la participation et quel bénéfice j'en retiens. Et finalement, c'est tout à fait entendable. Moi, j'entends pleinement ça. Et ça veut dire que du côté de l'architecte ou de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui va porter la participation, ça explique beaucoup de choses. Parce qu'on peut être dans une posture de réassurance par rapport à ces questions-là. Ou même de mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire, vous prenez tel risque à mettre en place une démarche de participation, mais vous en tirez tel bénéfice. Et dans ce lien très spécifique qui va se créer entre l'élu et l'architecte, l'élu et le concepteur, en particulier dans les petites villes, cette relation de confiance, ce colloque singulier, eh bien le concepteur ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage en participation va pouvoir rassurer. Dire voilà, oui, il y a des risques, mais nous, en termes de méthodologie, on sait mettre en place des conditions que j'exposerai par la suite pour éviter que vous en preniez trop en tant qu'élu. Et ça s'entend pleinement. Et donc ce maire, il soupèse les risques et bénéfices. Et pourquoi ? En fait, il fait appel à l'agence dans le cadre d'un plan guide avec les habitants. Il dit moi, j'aimerais qu'il y ait un plan guide qui soit fait sur ma commune. L'agence dit mission de gré à gré, donc en direct. Dit d'accord, mais nous notre travail on le fait très souvent avec les habitants. Ce plan guide on l'imagine avec les habitants. Et pourquoi ? Parce que quand il nous expose le contexte, cette petite ville de 6 000 habitants. Une population en expansion, nord de Nantes, donc en fait les gens, c'est à une demi-heure, mais viennent habiter, et donc on a de plus en plus d'habitants qui investissent la commune. Des conflits, pas très clairs de notre côté, qui se cristallisent depuis 15 ans, et en fait aucun des plans guides n'a abouti. À chaque mandat municipal, le maire change, et le plan guide n'aboutit pas. Mais par contre, on a en fait à chaque fois un équipement qui est fait par le maire. Voilà, il laisse son équipement. Donc on se retrouve, vous avez un plan un peu ancien, mais là vous voyez en jaune et orange les équipements. Et en fait on a un tissu urbain qui est absolument pas travaillé, pensé. Par contre à chaque fois on a un équipement qui se rajoute. Et pour caricaturer, on a une espèce de cœur de ville qui devient une espèce d'énorme nappe de stationnement avec des équipements par-ci par-là. Et donc l'agence dit ok, c'est dans ce contexte-là. On vous propose de faire de la participation. Et le maire dit, d'accord, puisque il était ancien conseiller municipal, il voulait absolument continuer le plan guide qui avait été initié par l'agence à l'ancien mandat municipal, et il dit de toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre, puisque aucun plan guide n'aboutit. Il a pesé le bénéfice-risque, il dit de toute façon, j'ai plus beaucoup de risques, vu qu'aucun plan guide n'aboutit, je peux n'en tirer potentiellement que du bénéfice. Et avec tout un travail de notre côté pour l'accompagner là-dedans. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va plutôt être la partie participation, articulée au projet urbain, mais je ne vais pas prendre le temps d'expliquer tout le projet d'urbanisme, parce que là, il y aura tout un travail qui a été fait côté plan guide. Mais volontairement, je viens mettre l'accent sur les enjeux de participation et de ce qui a été fait et de ce qui se traduit par la suite dans ce cadre-là. En phase diagnostic, on a eu un travail assez simple qui a été fait sur les rêves. On élargit volontairement, on est en phase diagnostic, une identité à réaffirmer, réorganiser le bourg, un bourg à animer, les commerces. Finalement, on voit qu'en fait, les rêves des citoyens sont assez concrets et s'articulent très bien avec les enjeux d'urbanisme qu'on avait aperçus, puisque la question de la ville verte, il y a, en fait, dans le schéma de cohérence territoriale, on voyait des trames vertes et au milieu, il y avait cette fameuse commune avec aucun lien et ces fameuses nappes de stationnement. Et puis, il y a quand même ce truc en bas à droite qui est assez drôle, remettre l'église dans le bon sens, la tournée d'un quart de tour. Et quand on regarde d'un point de vue urbain, cette église, elle n'avait pas de parvis, elle était chouette, mais il y avait quelque chose qui n'était urbainement pas traité. Et donc c'est ça qui est amusant, c'est que des fois on a vraiment des remarques très surprenantes, mais qui sont très pragmatiques finalement dans leur expertise d'usage. Il s'agit après de l'interpréter. Un panel d'élus, un panel d'habitants, donc là c'était particulier, volontaires de la commune, des communes autour, qui constituaient aussi, des quartiers alentours, qu'a constitué le groupe de travail autour du plan guide. En phase scénario, donc là un premier scénario émerge.
une première version du plan guide en fait qui est travaillé, mis à la main, mais à l'ordi aussi pour travailler avec les citoyens et le rendre compréhensible. Cette première version, elle est montrée aux habitants, elle est travaillée avec les habitants sur site pour leur expliciter ce qui a été fait, ce qui bouge, et tout est retravaillé avec eux progressivement en atelier et au regard des remarques là-dessus. Donc on a des choses assez concrètes, usage de l'espace public, déplacement, commerce, équipement, patrimoine architectural et naturel, et toujours ce qui est mis en place côté participation est toujours au service du projet, de la programmation du projet. C'est-à-dire que c'était vraiment des thématiques où on sentait qu'il y avait des choses à travailler. Très exceptionnellement là, très souvent, je dirais de ne pas mélanger les élus et les citoyens. Là, on avait un panel d'élus et un panel de citoyens il y avait vraiment une entente et un dialogue. Les élus travaillaient sur des enjeux d'élus, c'est-à-dire par exemple le foncier. Il y avait une question du foncier qui était propre à ce plan guide de Cœur de Bourg. Et puis les citoyens travaillaient sur des questions d'usage, que ce soit des déplacements, de mobilité, etc. Mais toujours de leur expertise d'usage. Et donc là, on a des citoyens qui échangent sur ces questions-là. Je ne vais vraiment pas sur le sujet en tant que tel. Peut-être juste dire qu'en fait, en phase diagnostic, il y avait un choix des élus de vraiment travailler sur un Cœur de Bourg unifié. Donc voilà, qui pouvait laisser place à des échanges là-dessus. La question des trains verts et bleus, et puis de retravailler les questions de mobilité en faisant un plateau plutôt piéton. Attendez, je vais mettre le petit pointeur, ça sera plus simple. Sur le cœur. En gros, ici, tout ce plateau avait été imaginé piéton, avec le stationnement autour, dans cette démarche de questions de mobilité, dans les remarques des citoyens qui avaient été faites, en lien avec les enjeux vus à des échelons plus larges du SCOT et de planification. Bien sûr, je ne vous montre pas toute cette partie d'urbanisme, mais tout ça se croise. On ne s'est pas appuyé que sur les remarques des citoyens, mais il y avait bien des enjeux à la fois techniques, politiques, et puis de citoyens. Et le plan guide va évoluer progressivement par itération pour arriver à un plan guide qui est définitif et sur une démarche de préfiguration. Donc la préfiguration, c'est d'aller tester à l'échelle 1 des éléments du plan guide. La difficulté avec les plans guides, en tout cas moi tel que je l'avais vu, c'est que c'est des plans à 10, 15, 20 ans, souvent qui mettent un peu de temps avant qu'on arrive en phase de maîtrise d'œuvre, et il y a une envie de concret, de lecture concrète de la part des citoyens. Et le fait de préfigurer, en tout cas, permet de tester, et vous le verrez, d'ajuster aussi, encore une fois, le projet par rapport et d'anticiper des réactions aussi possibles. Et donc, en phase d'expérimentation, a été travaillé. En gros, on s'est posé la question, une fois ce plan guide, cette première version du plan guide bien figée, quelles pouvaient être les expérimentations possibles? Qu'est-ce qu'on pouvait tester à l'échelle 1? Ça a été travaillé aussi avec les élus, ça a été travaillé avec les citoyens. Et il y avait 4 zones qui ont été dessinées en ce plan guide. Vous avez en 1 la zone à proximité de l'église, donc c'était un square qui était complètement délaissé, alors qu'on avait les petits points rouges qu'on voit sur le côté. Ici, plein de commerces et que les gens cherchaient à s'asseoir tout simplement le midi pour manger. Dans l'idée du plateau, ici, en fait, il y a une nouvelle voie qui avait été créée, ça c'est une nouvelle voie qui avait été imaginée, et on venait fermer cette voie-là. Donc, tester cette voie qui devait être fermée. Et puis il y avait le 3 et le 4, mais qui étaient liés à des enjeux départementaux à retravailler, donc par argumentation, on leur expliquer que, étant donné que cette expérimentation elle devait avoir l'air dans les 3-4 mois à venir, après le dessin du plan guide, on a mis de côté ces enjeux de 3 et 4 de départemental. Voilà, un travail qui avait été fait, là vous avez des comptes rendus, le travail aussi là-dessus. Et on est sur une petite commune, donc on est vraiment sur des ressources, et c'est aussi ça les questions de participation. On a allé faire du relevé avec ce qui existait dans les ressources humaines et matérielles, dans une démarche de développement durable, de prendre ce qu'il y avait sur la commune et de ne pas aller pour 2 mois et demi de préfiguration, utiliser des matériaux qu'on n'avait pas. Et puis on avait aussi des agents tout à fait, qui étaient aussi des ressources du projet urbain, puis qui nous ont aidés à mettre en œuvre ces démarches-là. Et hop, ça, je ne sais pas si je vais y arriver. Et donc tout a été dessiné, préfiguré avec des petites affiches. Donc chaque lieu a été accompagné par l'agence de manière assez simple pour leur expliquer ça. Et on est arrivé à cette phase d'expérimentation avec ces 2 grands lieux. Ce qui est intéressant, c'est que donc, pendant 2 mois, il y a eu un square qui a été aménagé, cette rue qui a été piétonnisée. Et en fait, donc, on indiquait, on racontait, il y avait des questionnaires pour avoir des réactions en ligne ou en mairie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une pétition qui s'est créée sur la piétonisation de la rue. Vous voyez, comme quoi, on pensait que ça allait être
pas grand-chose de passé, mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez en pointillé en vert la nouvelle voie, d'un point de vue schématique, en pointillé les 2 voies qu'on piétonnisait, et on a eu en fait l'association de la paroisse et les habitants qui ont fait une grosse pétition. Donc là, le maire a dû tenir politiquement pour qui disait non, mais nous on peut plus accéder à l'église. Et donc là, on a ajusté le plan en disant écoutez, de toute façon, cette question de plateau urbain, on l'a encore, en redonnant une voie qui était initialement piétonne dans le plan guide. Voilà. Donc ça, c'était vraiment ça. Je passe tout ça pour vous montrer plutôt. Là, il y a tout un travail qui a été fait sur la concertation. Là, je vous ai montré le point de vue du côté concepteur. Et dans le cadre de mes recherches, je suis retournée sur site et j'ai analysé ce qui s'était passé. Et finalement, il y a des choses que nous, côté conception, on n'avait pas forcément compris dans cette relation entre l'élu, le citoyen et l'architecte. Et c'est vraiment là-dessus que je trouve aussi intéressant de montrer que la question de la participation, on a quand même eu cette pétition assez vive qui aurait pu faire capoter une grande partie du projet et qui montrait en fait de manière sous-jacente les conflits qui se cristallisaient au sein de la commune. Elles sont fondamentales à prendre en compte et qu'on peut avoir d'excellentes méthodes de participation si on ne comprend pas les jeux d'acteurs. Il y a tout un travail de la commande avec l'élu qui est indispensable à prendre en compte. Alors voilà, si on prend l'échelon de la participation, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Vous avez de l'information, de la consultation, puis la codécision au plus loin. Donc ça, c'est une échelle qui a été dessinée par une sociologue militante qui s'appelle Sherry Harstein et qui a été reprise par Jodel Zetlaoui-Léger et Pierre Di Meglio, qui est architecte, sur l'adapter au projet urbain d'urbanisme. On pourrait se dire, on est super, on a fait de la coproduction, tout s'est bien passé, le plan guide est sorti, c'est merveilleux. C'est quand même un projet qui est tout à fait satisfaisant, mais si on regarde d'un point de vue un peu plus critique, on se rend compte qu'en face diagnostic, en fait, on a un diagnostic qui a quasiment été élaboré sans les habitants. On a eu le rêve à la toute fin, mais le travail de base, les fondamentaux du diagnostic, quand même là, dès le début, il s'agit d'aller solliciter les personnes, on l'a fait sans eux. De nombreux ateliers ont été décalés par la maîtrise d'ouvrage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait un décalage de date de la part des élus, et on comprendra à la suite par les jeux d'acteurs. Ça peut paraître un détail, mais c'est assez terrible, parce que quand on sollicite les citoyens, qu'on leur donne des dates, et qu'en fait on pousse les dates, à la fin on se retrouve avec un essoufflement très important, un détail qui n'en est absolument pas un. C'est pour ça que très souvent je me retrouve face à des élus ou face à des agents à dire mais attention les dates, mais qu'est-ce qu'elle a ? Non, il y a une promesse encore une fois. Ils calent 2-3 dates sur leur agenda, on suit le projet. Donc ça demande une vraie rigueur côté conception et côté maîtrise d'ouvrage. Et puis, en termes d'expérimentation, l'agence s'est bien investie au-delà de la commande initiale. On s'est retrouvé à faire de la communication de graphique, un mode d'emploi avec des petits montages pour montrer comment installer les choses, et puis bien sûr la pétition. Et ça, cette lecture de la prestation dans des contextes de politique de ville, elle est vraiment particulière. À la fois, il y a une vraie question de la commande initiale à comprendre de la part du concepteur et à formuler. Et aussi, très souvent, le prestataire se retrouve à réaliser des missions qui n'étaient pas dans la commande initiale parce que, par défaut, tout simplement, d'ingénierie en interne. Ce que je n'ai pas précisé ici, c'est que c'est quand même une commune qui faisait partie d'une intercommunalité assez sensible aux questions de participation. Et là, c'était le maire qui avait choisi de s'en affranchir. Mais finalement, dans des petites communes comme ça, quand on n'a pas de portage d'ingénierie, ça pose vraiment des questions pour mettre en place le projet urbain. Donc, une coproduction, des difficultés, et finalement, si on prend les principes clés de la participation, ça c'est vraiment des principes que je vous invite à retenir dans le cadre de projets d'urbanisme et d'architecture participative, on peut voir où ça a péché. C'est-à-dire qu'on a l'argumentation. C'est est-ce que le projet, j'explique les raisons fortes au projet, pourquoi j'ai pris cette décision-là, pourquoi celle-ci a été rejetée d'un point de vue technique, d'un point de vue politique, c'est aussi tout à fait OK, mais c'est posé. Donc là, aucun problème, panneau d'exposition au fur et à mesure du projet qui raconte ce qui a été gardé, ce qui a été rejeté. L'inclusion. Est-ce qu'on a inclus tous les participants dans leur diversité ? On avait des gens du centre-bourg, de la commune. Pas un problème aussi, pas les difficultés principales pour cette question d'urbanisme participatif. La transparence. Est-ce que moi, qui n'ai pas assisté aux réunions, je peux comprendre ce qui s'est passé, fondamental, compliqué. On verra que cette question de la transparence, ça peut paraître parfois pénible, parce que ça veut dire des comptes rendus très rédigés, on n'est pas sur du compte rendu de chantier, on est sur des comptes rendus très très rédigés, on est sur des panneaux d'exposition, mais central par rapport aux jeux d'acteurs qui peuvent s'exercer.
Et puis on voit qu'en fait les difficultés, elles se rencontrent sur deux autres piliers des clés de la participation, qui est la continuité, très compliqué. Est-ce que, en fait, on a eu les dates qui étaient décalées avec les habitants, donc on perd du monde en route. Et toute la question, lorsqu'on vient faire de la question participative dans les communes, c'est une fois que nous, concepteurs ou prestataires, en plus, dans un cadre de petite ville où il y a vraiment une relation qui est quasiment fusionnelle avec les élus, on s'en va, comment le projet continue à exister? Et là, on voit qu'on a eu des vraies difficultés en toute transparence, une fois le plan guide tenu, parce que, entre autres, on voit qu'il y a, enfin, je vous montrerai juste après, il y a eu un portage politique très fort, mais des difficultés par la suite. Et puis l'articulation. Est-ce que le projet est articulé avec la démarche de participation et la décision? Et on s'est retrouvé quand même, je ne voulais pas préciser, à faire un diagnostic en marchant, un atelier rêve, une balade urbaine en phase scénario, alors qu'on est en phase diagnostic. Donc des difficultés identifiées. La continuité, la temporalité est souvent une difficulté qui est identifiée. Et comment on peut l'expliquer? Et en fait, ça s'explique principalement par des jeux d'acteurs, peu anticipés par l'agence à l'époque. Aujourd'hui, l'agence, suite au travail qu'on a fait de recherche et développement et de recherche, ça a vraiment changé par rapport à ça. Mais finalement, on s'est rendu compte que le maire, qui aujourd'hui, vu la structuration du système politique local, c'est l'interlocuteur privilégié à avoir lorsqu'on fait du projet participatif. Si le maire, ou ce qu'on appelle sa garde rapprochée, donc un élu qui a du pouvoir au sein de sa commune, n'est pas impliqué dans la démarche de participation, n'en faites pas. Vous allez vous retrouver très déçus, vous aurez emmené des citoyens très déçus, les élus seront frustrés parce que dans le fond, ils n'en voulaient pas. Moi, je suis beaucoup plus radicale que je l'étais avant ces recherches. Il vous faut un portage politique. Sans portage politique, il n'y a pas de participation. Il vous faut les élus clés. C'est souvent le maire, parce que la structuration du système politique local qui est centralisée le rend à la figure du maire, ou ça peut être quelqu'un de son bureau en qui il a confiance et auquel il a délégué le projet. Donc ça, en tant que concepteur, c'est déjà important d'identifier ça. Et puis ce maire, il a vraiment tenu ça. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, il faisait face à des pressions extérieures qu'on n'avait pas du tout mesurées à l'époque, ça fait déjà 8 ans, les anciens élus, les acteurs économiques retraités, le notaire. Il a un énorme terrain dans le cœur de ville. Il n'avait pas du tout envie qu'on passe avec une coulée verte très sympa. Alors là, lui, ça lui plaisait pas du tout. Et la paroisse. Et donc, dès qu'on a cette lecture-là, on comprend mieux la pétition vive là, pour accéder à l'église, etc. Et on n'avait absolument pas lu ces jeux d'acteurs. On était venus, on savait faire de la participation, on savait mobiliser les outils, les méthodes, mais on n'avait pas eu une lecture quasiment de sciences politiques. Et donc, ça a failli, ça aurait pu faire capoter le projet. Heureusement, donc, on voit en fait, et ça c'est dans les 3 cas de ma thèse où on voit ça, il y a des jeux d'acteurs qui ne sont pas forcément perçus par le prestataire. Et c'est pour ça qu'on voit qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait de la participation, on commence par les études d'acteurs, ce qu'on appelle des sociogrammes. On dessine le portrait, tout le portrait, c'est-à-dire même le portrait qui plaît moins. On échange avec monsieur ou madame la maire sur les enjeux. Là où on a fait une erreur, c'est qu'on n'a pas compris cette question de la paroisse. J'ai pas osé vous le dire, mais il faut aller creuser, aller tirer les vers du nez pour que la paroisse se retrouve avec les autres acteurs dans la démarche de participation, qu'on ramène le processus de manière transparente. Et effectivement, quand même, les clés de la participation, le fait qu'il y a eu les affichages en exposition, les comptes rendus, a fait que monsieur le maire a pu dire « Ouais, mais attendez, vous avez vu, moi, les décisions ont été prises avec mes collègues élus, avec les citoyens du panel, c'est affiché. » Enfin, il y avait une forme, en fait, la participation vient remettre de la légitimité auprès de l'élu et de la confiance et de la transparence. On peut être en soutien de tout ça. Mais idéalement, il aura fallu que ce soit vraiment anticipé et vraiment pensé. Et effectivement, le maire apparaît comme l'acteur incontournable, je vous le disais, avec éventuellement sa garde rapprochée. C'est en fait ce qu'on voit en sciences politiques. On le voit dans le projet d'urbanisme participatif ou d'architecture participative. Cette structuration de cette garde rapprochée qui est issue de Michel Québel qui parle de garde rapprochée, on la retrouve en fait dans la participation et le projet participatif. Et l'agence, dans son rôle de prestataire, est allée bien au-delà de la commande initiale. Très souvent, sur ces contextes de petites villes, et c'est ce qui caractérise ça, à la fois on allait bien au-delà de la commande, et en même temps on avait une marge de manœuvre, une liberté qui était à la fois passionnante,
à la fois pour les élus quand même à questionner, et qui permettait de l'expérimentation. Là où dans les métropoles, on se retrouvait très souvent moins dans le test, moins à suivre et moins à réinventer ces manières de faire de la fabrique de la ville. Et tout ça pour finir sur cet exemple-là qui vraiment, moi j'espère, et qui se trouve dans le titre de mon livre, c'est-à-dire que la participation, on est sur vraiment des jeux d'acteurs qu'il s'agit de décrypter, et que finalement le management de projet se trouve au cœur du projet participatif. Et que ça, c'était vraiment quelque chose au sein de l'agence auquel on n'avait pas pris conscience avant d'avoir vraiment monté en compétences. La recherche a alimenté aussi ces questions de pratique, de se dire, en fait, ça pose, et d'autant plus dans les petites villes, les concepteurs en posture de management de projet, d'accompagnement. On doit aller raconter les différentes étapes, exprimer ce qui va se passer, accompagner. Et là, vous voyez, mais là, ça ne se voit pas très bien à l'écran, malheureusement, toutes les petites, en fait, on voit tous les petits triangles sont des flèches d'aller-retour, d'itération entre les différents acteurs. Pas forcément prévu dans cette étude de cas-là, parce que c'était vraiment une étude de cas au début de la thèse, mais finalement, par la suite, on allait prédessiner, en tout cas esquisser ce que pouvait être le lien entre le comité de pilotage, le comité technique, le travail avec les citoyens, et dessiner une ingénierie de la participation. Et ça, vous retrouverez ces exemples-là, c'est adapté avec ce schéma-là, il est adapté d'un livre de la MIC, la délégation ministérielle pour la qualité des constructions publiques, sur la maîtrise d'ouvrages publics, et qui a un peu revu sa copie aussi il y a quelques années, et qui raconte très bien comment la participation s'inscrit dans une démarche d'ingénierie et d'articulation avec le projet qui doit être anticipé en dehors des jeux d'acteurs. Pour conclure, voilà, c'est vraiment ça, dans ces contextes de petites villes, qu'est-ce qui en sont les caractéristiques? On est vraiment sur des maîtrises d'ouvrage occasionnelles, avec des élus, vraiment, moi j'insiste, qui font déjà beaucoup. En particulier dans les petites villes, des indemnisations qui sont quand même moindres. Beaucoup de politologues aujourd'hui défendent l'envie de pousser les indemnisations aussi pour les élus qui sont souvent pas en train de faire que leur mandat d'élu, mais aussi leur travail et leur vie personnelle. Pas forcément une opposition à la participation, mais une crainte, une incertitude, une envie plus explicite, mais qui peut le devenir en accompagnant côté prestations et en suggérant avec une ingénierie de la participation. Une difficulté côté maîtrise d'ouvrage à identifier les compétences nécessaires. Donc là, c'est vraiment le prestataire qui peut amener des clés de lecture. Là où parfois, même souvent, nous, on a été mandatés en gré à gré pour des débuts de mission de maîtrise d'œuvre, puis finalement, on s'est rendu compte que la programmation n'était pas faite. Donc on voit aussi que la commande, elle est souvent à reformuler en ces contextes-là. Le budget est limité, mais moi, j'incite vraiment une grande espace d'expérimentation. Contrairement à une métropole où on a une maîtrise d'ouvrage plus structurée, plus expérimentée, ce qui s'entend, enfin là, c'est inhérent. Et en même temps, il y a la question de la procédure qui est là et qui permet moins parfois cette expression d'expérimentation. Et j'aimerais finir sur 3 grandes choses, les apports, les risques de la participation et les leviers qui existent. Les apports de la participation, c'est vraiment d'avoir une expertise d'usage des habitants et un diagnostic qui est partagé. La question de l'appropriation, elle est vraiment là. La question de l'identité, pour avoir beaucoup travaillé sur les petites communes, cette question de l'identité, elle est forte. Qu'est-ce qui va donner l'identité au territoire? Et là, par la participation, on arrive à des choses assez formidables, pas extraordinaires dans l'idée, mais qui sont justes par rapport et en résonance avec le territoire. La question de la nouvelle histoire du territoire, on a souvent du passé, et qu'est-ce qu'on fait? Je pense que monsieur le maire de la Hallière, finalement, avec sa halle, c'est un peu aussi ce que vous expliquiez. Il s'agit d'écrire une nouvelle histoire, mais en continuité avec l'existant. L'humain au cœur du projet, j'y reviendrai pas, mais quand même les enjeux de développement durable, on a peut-être besoin un peu de pragmatisme et de remettre dans ce projet urbain du bon sens, mais qu'on a et qu'on a tous, dans un territoire, et puis construire un projet commun avec les différents acteurs. Et donc là, on est vraiment sur les questions d'acteurs. Les risques, parce que moi, je trouve ça important de ne pas angéliser la question de la participation. Il faut être conscient que c'est un exercice de style qu'il faut se former. Il y a des formations continues. À Nantes, j'accompagnais une formation continue avec l'UNSFA, entre autres, et on se forme de manière
très simple, mais ça c'est intéressant. Instrumentaliser les habitants. Vous pouvez vous retrouver à être dans une démarche d'instrumentalisation sans le savoir, malheureusement, où on se retrouve avec un élu qui nous avait dit qu'il voulait de la coproduction, puis en fait il n'a pas du tout envie. Puis nous on est là, ok, bon on a lancé le truc, mais en fait voilà, ça s'anticipe avec l'expérience, avec les clés théoriques, ça peut s'anticiper, dire non moi je pars pas dans votre histoire. Clairement. Après tout ce travail qu'on avait effectué à l'agence, on était là, on arrête de là on sent le truc venir à plein nez. Il nous dit qu'il est à fond, mais en fait il l'est pas du tout. Nous, on n'assume pas en tant que concepteur, on n'assumera pas cette posture qui nous met mal à l'aise. Donc ça peut tout à fait s'entendre. Demander aux participants des avis sur des éléments où la décision ne leur appartient pas. Ça compte pour l'élu comme pour le concepteur, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller demander des choses... Vraiment, moi, la façade, ça m'a marqué à vie. Non. Et quel est l'intérêt, en fait? Est-ce qu'on est vraiment là-dessus? Par contre, les éléments de programmation, ça a du sens. D'aller demander les lieux, les assises qu'on ressent. Il y a vraiment de l'enrichissement très fort. Ne pas être clair sur le processus de décision. Ne pas être clair sur la promesse qui va être faite aux habitants. Et puis faire de la concertation à la fin. Ça, je reviendrai un tout petit peu. Je pense que j'ai mis un dernier schéma, mais lorsque tout est prêt et décidé, autant pas le faire. Mais ça, c'est un classique, hein, en amont et tout au long du projet, jusqu'à la phase d'exploitation. Et bien sûr, on peut pallier ces risques. On peut pallier ces risques avec une concertation dès la phase amont et tout le long du processus, en lien avec la programmation, parce que la programmation ne s'arrête pas à la conception. En tout cas, tel qu'on l'envisage au laboratoire et même dans la pratique, la programmation, elle se fait même jusqu'en phase de chantier, jusqu'en phase d'exploitation. On revoit toujours un petit peu la question de la programmation. Multiplier les différents dispositifs en fonction des sujets. Il n'y a jamais un dispositif qui va tout donner. Moi, en ce moment, on parle tout le temps de tirage au sort. Le tirage au sort peut donner lieu à des choses catastrophiques. Mais bien utilisé, c'est très vertueux. Donc toujours penser la méthode, concerter sur l'expertise des acteurs, une transparence entre les différentes parties prenantes, et une évaluation du processus de concertation. Je ne parlerai pas là aujourd'hui, mais ça s'évalue tout ça. Et on est vraiment dans une démarche réflexive du projet. Je ne reviendrai peut-être pas là-dessus, mais vraiment vous réinviter avant de finir, à ces clés de la participation qui paraissent toutes bêtes, mais en termes d'évaluation, de voir un peu où vous en êtes dans votre démarche, de voir ce qui manque sur la question de la participation. Là, ça peut être petite ville ou grande métropole, ça marche pour vraiment, c'est des clés de la participation. Vous retrouvez ça c'est adapté de l'AEU2, hein, encore une fois, qui est vraiment pour moi une vraie référence intéressante et accessible. Et j'aime bien ce schéma que j'ai emprunté au collectif créatif des territoires, qui montre en fait ce qu'on peut faire. Donc en bleu clair, vous avez la maîtrise d'ouvrage, l'AMO, la maîtrise d'œuvre. En jaune, vous avez les citoyens, habitants bénéficiaires. Et en violet, les usagers, opérateurs et partenaires. Et vous avez différentes ambitions par rapport à ces questions-là. Et on voit que la concertation fédératrice, engageante, responsabilisante, j'insiste, elle se joue du début jusqu'à la fin et surtout sur la phase d'exploitation. Et on voit l'épaisseur que prennent la partie citoyen, habitant, bénéficiaire d'un projet sur les phases finales aussi pour participer là-dessus. Et je finirai là-dessus vraiment de rappeler que la question des petites villes, du contexte des petites villes est vraiment particulière sur cette relation entre l'élu et l'architecte. Qu'on a un contexte où on a des élus par définition, enfin je veux dire par évidence, peu formés à ces questions-là, mais tout à fait enclins en pesant le bénéfice-risque, qui a vraiment un binôme de confiance qui s'établit entre le maire, l'élu stratégique et le prestataire, que le management, que ces questions de projet participatif demandent de réinterroger la manière dont on fait la ville, côté concepteur et côté politique, et même côté citoyen, parce que là, c'est se poser en tant que responsable du bien commun. Et peut-être, j'en ai pas beaucoup parlé, mais que l'intercommunalité peut être un levier pour la participation lorsqu'il y a des échanges vertueux qui se font là-dessus. Voilà, et je vous remercie. Et voilà, je vous ai remis 3 livres que j'ai évoqués, l'AEU2, l'AMIC sur la maîtrise d'ouvrage de l'opération d'aménagement urbain qui parle de la participation en 3D, et voilà. Ouais, autant pour moi. En plus, c'est souvent quelque chose que j'explicite. Autant pour moi, un plan guide, c'est un plan... Alors, c'est une expression qui est née de... Je ne retrouve plus le nom, mais en gros, c'est un plan qui va dessiner le devenir
donc là, d'un centre-bourg, pour les 10-15 années à venir. Très souvent, il est décliné, donc d'un point de vue urbain, il est décliné en mobilité. On va avoir un scénario mobilité. Ça va être quoi les mobilités? Donc typiquement, là, le stationnement aux alentours, le paysage, qu'est-ce qui va se passer en termes de paysage. Et donc, ça va permettre aux élus de la commune de pouvoir se projeter sur le devenir de la commune. Je suis désolée parce qu'habituellement, je le définis, parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est acquis pour tout le monde. C'est très dense, hein, ce que vous avez beaucoup expliqué de choses, et très vite, en plus, vous parlez très très vite. Il faut vous suivre. Donc vous êtes hyper convaincante, et moi je suis architecte, et je ne fais pas des plans guides, mais je fais des études préalables, et ça ressemble beaucoup à des plans guides en vérité. Et aussi des opérations dans lesquelles il y a eu des concertations, et ça a toujours... Le projet s'est fait, le projet s'est bien fait en règle générale, et je suis extrêmement déçu. Alors c'est pas moi qui faisais les concertations, c'était même des bureaux d'études qui étaient associés, qui faisaient ça, c'était leur métier. Mais effectivement, politiquement, ça a toujours été une farce en fait. Enfin, ça n'a jamais été porté politiquement. On faisait toujours de la concertation, c'était toujours décevant. Et il y avait plusieurs écueils. Il y en avait un qui était que c'est un peu toujours les mêmes gens qui viennent à la concertation. Et ce n'est pas forcément les forces vives de la ville. C'est plutôt les forces un peu marginales de la ville, en l'occurrence, qui se retrouvaient dans une façon de reprendre pied, peut-être la parole, etc. Là, en l'occurrence, c'était un projet dans lequel il y avait eu une étude préalable assez longue qui a débouché sur une maison des projets. Donc il y avait une maison des projets avec un ingénieur qui s'occupait de la maison des projets et les gens qui faisaient la maison des projets. Et on a fait les projets d'ailleurs, et il y a eu des balades en ville, etc. Mais bon, maintenant les projets sont faits, mais au fond, je ne sais pas quelle cohésion sociale ça a pu créer, si c'était ça le but ou l'intérêt de cette histoire. Tout le monde s'est dispersé. Et il y a même dans ce bourg-là d'autres projets qui ont été faits. Le CIE est au courant d'ailleurs, mais je ne voudrais pas non plus que ce soit très précis. D'autres projets qui ont été faits en concertation et qui aujourd'hui sont à l'abandon parce qu'effectivement il n'y a pas de décision politique derrière. Donc le maire, super important, mais ça ne m'étonne pas parce que le maire c'est vraiment celui qui est au cœur, il est élu, il connaît sa région, et pour moi j'ai une prévention par rapport à cette histoire de concertation ou de participation qui est qu'on va chercher les gens. C'est pour ça que vous avez parlé d'une époque bénie où les gens allaient chercher les architectes pour faire des luttes urbaines à Bruxelles, à Roubaix, etc. C'est une époque extraordinaire. Mais là, aujourd'hui, on va chercher les gens, venez faire de la concertation, venez faire de la participation, etc. Et il y a une espèce de lourdeur parce que derrière, il n'y a pas une vraie force politique. Donc je comprends très bien aussi votre façon de regarder, de dire, bon, moi, j'y vais pas si je sens que c'est comme ça, mais c'est souvent comme ça, enfin, il me semble. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est aussi une question. Cette notion de TLM, c'est ce que Joe Spiegel appelle les TLM, toujours les mêmes, elle est réelle. Et encore une fois, pour moi, ça peut se dépasser par des méthodes. C'est-à-dire qu'on est toujours à faire la forme de l'atelier, on est toujours sur les mêmes outils, on ne prend pas le temps d'identifier les publics cibles. En fonction d'un projet, on va avoir des publics complètement différents. Moi, je pense toujours à cet exemple. Je travaillais pour la CNDP, la Commission nationale des débats publics. On travaillait sur les lois ferrées entre la Bretagne et le Pays de la Loire, donc très très gros projet. On n'est pas allé voir les gens qui prennent le train, on allait voir les gens qui prenaient la voiture. Et on allait se mettre sur des carrefours, là où passaient des gens en voiture pour les interpeller. On ne peut pas avoir tout le monde en atelier. Ce serait même le monde privé, on l'oublie beaucoup, le monde privé. Il est important dans ce genre de projet. Je pense à une commune dans les Mauges pour laquelle on a travaillé, donc c'est à proximité de la Vendée, très industriel, un gros secteur économique avec des grosses entreprises. Et on faisait l'aménagement du cœur de bourg et on n'a pas sollicité ces salariés du privé qui pourtant venaient manger tous les midis, enfin constituaient aussi. Et donc c'est vraiment, moi c'est pour ça que je milite pour la science politique dans les écoles d'architecture parce que je pense que les architectes ont leur place à prendre. Et là je réponds à votre première remarque sur on travaille avec un bureau d'études à côté.
Moi, je défends souvent ce qui est dit, c'est oui, mais le bureau d'études, il est neutre. Comme ça, l'architecte, il se retrouve pas. Moi, je trouve au contraire que c'est très intéressant quand dans cette même agence d'archi, on a un pôle participation, un pôle archi, et il y a une vraie discussion, et que la participation vient travailler le programme et la conception. Là où c'est quand même compliqué, à moins d'avoir une vraie relation de confiance d'autres co-traitants, y en a un qui récolte, qui est ni urbaniste, ni architecte, qui récolte la parole, mais sans avoir cette idée de traduction vers le projet, qui quand même est indispensable pour le concepteur. Donc il y a vraiment, moi, cette notion-là que je défends assez, qui n'est pas forcément celle qui est la plus défendue, et cette question de bien identifier les acteurs à aller chercher, et les outils, typiquement les étudiants, il faut aller les chercher dans la rue. Les lycéens, on travaille avec eux dans les collèges. On avait travaillé sur une île de Bretagne. Et ben, on voulait les pendulaires. Ceux qui arrivent le matin, qui repartent le soir. Autant vous dire qu'ils n'ont pas le temps d'aller faire un atelier. Ils arrivent, ils vont travailler sur l'île, ils reviennent. Ben, on travaille avec eux dans le bateau pour aller. Et donc, il y a plein de choses, en fait. La créativité, les architectes l'ont. Là, c'est les méthodes pour arriver à ces outils en fonction des objectifs. Et c'est tout à fait faisable. Et là, on évite toujours les mêmes. Et on est dans le principe de dispositifs complémentaires. Dans certains projets et pour l'avancement, souvent il y a des freins, des obstacles qui sont liés à des conflits, comme on l'a vu sur l'église, les propriétaires terriens, etc. Comment l'architecte il peut intervenir dans la résolution de ces conflits pour faire avancer le projet? Parce qu'au final, nous, ça nous freine, on ne peut rien faire si les gens ne sont pas d'accord. Et comment est-ce que c'est faire des réunions, les mettre autour de la table, les obliger à s'entendre? Mais du coup, c'est presque de la psycho, quoi. C'est plus vraiment de l'architecture. Et voilà, c'était ça ma question. Pour moi, il faut déjà les identifier, ces conflits, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc nous, on s'entourait en fait à la suite de ces recherches de stratèges en sciences politiques qui, vraiment quasiment profil énarque, qui connaissaient que l'ouest de la France, tous les enjeux politiques, etc. Et qui venaient pour deux missions nous décrypter le contexte politique, le contexte des conflits. Et après, la question des conflits, pour moi, elle est délicate parce qu'on n'est qu'un prestataire avec une mission donnée. Les architectes médiateurs, ça existe, mais c'est quand même particulier. Enfin, c'est une manière de faire. Et je pense que du coup, ces choses-là s'anticipent dès la commande. Mais de se dire qu'on peut aller résoudre les conflits, moi, j'y crois pas vraiment. Je suis pas sûre que ce soit la place précise. Par contre, on peut aussi se protéger en tant que concepteur en analysant la situation de départ et en se disant, ok, j'y vais ou j'y vais pas, ou j'y vais sous certaines conditions. Et ça, je pense que c'est vraiment à prendre en compte pour se protéger côté prestataire. Plus de questions? Eh bien, merci.